La Fondation Kairos Institut de France est une des nombreuses fondations que le chancelier préside à qualité, mais il est vrai qu'elle s'intéresse à des sujets que je connais moins mal que d'autres, et elle est animée par des personnes que je connais bien, donc je suis toujours heureux de pouvoir les accueillir et dire un mot à l'occasion de telle ou telle rencontre. D'ailleurs, c'est pas si mal de faire ce débat autour de ces questions de l'esprit d'entreprise. Ce n'est pas si mal de le faire ici, à Del Duca, où, de fait, c'est un lieu qui a été illustré et voulu par deux grandes familles d'entrepreneurs. Avant la famille Del Duca, donc tout le monde situe la famille Del Duca, qui est un très grand entrepreneur de presse et d'édition en Italie. Le constructeur de ce lieu, c'est l'ingénieur Pereire, qui l'avait fait construire il y a à peu près 150 ans. Or, comme vous le savez, les frères Pereire, comme on dit, ont été des très grands entrepreneurs du Second Empire. Ceux qui, comme moi, ont la chance de connaître le bassin d'Arcachon doivent le savoir, puisque tout s'appelle Pereire là-bas. C'est eux qui ont construit la totalité de ce qui existe aujourd'hui tout au sud du bassin d'Arcachon. D'ailleurs, le boulevard principal qui entoure le boulevard d'Arcachon s'appelle le boulevard Pereire. Donc, nous sommes dans un lieu qui doit quelque chose à l'esprit d'entreprise. Trois remarques, si vous voulez bien, sur cette question compliquée. La première, c'est que ce qui est proposé ici, et qui fait peut-être le piquant de la discussion, c'est innover pour développer l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge. Et là se pose évidemment une question immédiate, qui est un débat très ancien des spécialistes du système éducatif, qui est de dire, est-ce qu'au contraire, il ne faut pas différer le plus longtemps possible le moment où l'on parlera de la réalité du monde économique, du monde de l'entreprise, et faire en sorte que le jeune enfant soit protégé de ce qui sera ensuite un esprit de compétition, un esprit de capitalisme, pour parler clair. En tous les cas, c'est comme ça que beaucoup de pédagogues parlent. Et donc, il faut que le plus jeune âge, que l'éducation initiale, que les fondamentaux se mettent à distance de ces problématiques et fassent tout pour l'éviter. Comme vous le savez, c'est un débat très ancien qui occupe pratiquement depuis l'origine de l'école de la République, qui occupe le débat pédagogique. Les fondateurs de l'école républicaine avaient choisi plutôt d'extraire l'école, de la sanctuariser, de la séparer complètement du monde compétitif, au moins jusqu'à l'âge de 10-11 ans, de sorte que ce qui soit privilégié, ce soit des connaissances qui constituent l'esprit de la nation, qui l'unifient plutôt qu'il crée éventuellement des tensions en son sein, d'une part, et d'autre part que la loi morale, que l'éducation morale, qui est donc une éducation de partage et non pas de rivalité, que cette éducation morale soit privilégiée. Les écoles normales d'instituteurs, d'ailleurs, qui avaient été entièrement copiées sur les grands séminaires, elles fonctionnaient de la même façon, mais elles étaient laïques, formaient très tôt les instituteurs à s'abstraire de parler de ce qui relevait de l'activité économique extérieure. Et on invitait l'instituteur à être d'abord le porte-parole de valeurs générales, de valeurs humanistes, de valeurs morales, de valeurs nationales, de valeurs patriotiques, et on excluait toute discussion sur les origines des personnes, sur leur milieu économique ou sur leur futur métier. Première question. Alors j'imagine que vous allez évoquer ce sujet, qui est un sujet très ancien. Le deuxième, c'est que lorsque l'on évoque la question de l'éducation en entreprise, on se rend compte que même ceux qui n'étaient pas contre l'ont oublié. Par exemple, le dictionnaire de Ferdinand Buisson, qui pour moi est une référence absolue, dont vous connaissez sans aucun doute l'existence, qui a fait l'objet de très longs commentaires de Pierre Nora dans ses divers livres sur les monuments qui forment l'histoire de France. Son dictionnaire de pédagogie d'enseignement primaire n'en dit pas un mot. Le mot entreprise ne s'y trouve pas, le mot économie ne s'y trouve pas. Ce sont des notions que n'intégraient pas les théoriciens de l'école. Et là, Ferdinand Buisson, nous sommes bien après les fondateurs de la République, nous sommes dans les années 30. Et l'idée qu'il y a un débat même pédagogique là-dessus, que ce soit un sujet, cette idée-là n'est pas présente dans les livres théoriques qui ont fondé l'école française.
Alors ça a laissé des traces très importantes, et évidemment là aussi je pense que vous l'évoquerez. Lorsqu'ont été créés au sein du système éducatif l'enseignement économique, lorsqu'on a créé les sections économiques, c'est-à-dire aux environs des années 60, où entre les littéraires et les matheux, on a placé l'économie, on a créé la section, il y avait A et C, on a créé la section B, puis après ça s'appelait comme on voudra, et immédiatement, le corps qui s'est constitué autour de ces enseignements économiques, là aurait pu saisir le dossier de l'entreprise, a considéré que c'était de l'enseignement économique et social, et que c'est évidemment la discussion sociale qui l'a emporté là-dessus. Et la résistance est très très forte. Beaucoup de ministres, dont moi-même je dois le dire, ont essayé de modifier l'enseignement des sciences économiques et sociales, ont demandé des rapports. Je me souviens que j'avais moi-même demandé un rapport à M. Guenry, qui était professeur au Collège de France d'économie, avait essayé de faire tomber un petit peu le côté sciences sociales de ces enseignements. On n'y est pas franchement arrivé, ça n'a pas tellement marché, et les livres d'économie et les ressources utilisées pour des enseignements de sciences économiques et sociales, notamment des ressources qui viennent de structures extérieures, des cahiers pédagogiques, étaient très orientées vers des questions sociales, et on peut dire marquées par une grande méfiance vis-à-vis de l'esprit d'entreprise, en tous les cas, vis-à-vis du marché, vis-à-vis du profit, des notions qui sont absolument presque exclues jusque dans les livres de terminale des livres de sciences économiques et sociales. Il y a eu un colloque, je me souviens, ils sont peut-être pas obligés de le mettre dans le compte-rendu parce que c'est un peu polémique, sur les livres de sciences économiques et sociales qui avait été tenu au ministère en 2010 par là, où le professeur Guenry nous avait montré quand apparaissait enfin le mot marché dans un livre d'économie, c'était donc au milieu de la classe de première, au milieu du... Et donc pour étudier cela, il y avait 3 images. Une image qui montrait une prostituée sur le trottoir, une deuxième image qui montrait un village d'Afrique où on voyait des enfants à l'abandon, exploités, enfin, que sais-je. Et le troisième, c'est l'exemple qu'on prenait pour étudier le marché d'économie, c'était le marché illégal de la drogue. Et donc, la première fois qu'on parlait du marché, on avait une vision absolument... Donc, ça avait fait un débat. Bon, je ne veux pas y revenir, j'ai aucune envie de me replonger dans ces polémiques. Mais, troisième point et dernier, si nous admettons qu'il faut enseigner l'esprit d'entreprise à l'école, il reste à savoir ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on fait. Et quel est concrètement ce que peut être la formation d'entreprise, parce que nous n'avons pas des clients, nous avons des élèves, ce qui est un petit peu différent tout de même. Et donc, la matière de l'enseignement, quelle sera-t-elle sur ces questions? Qu'enseigne-t-on? Comment enseigne-t-on? Et pourquoi faire? Comment enseigne-t-on la confiance en soi, la créativité, le leadership? Comment enseigne-t-on le sens de responsabilité, le sens de l'organisation, la prise de risque économique, l'emprunt nécessaire? Comment enseigne-t-on la réalisation matérielle de ce qu'est une entreprise? Ce sont des questions complexes, et à supposer même qu'on puisse répondre à ces questions, voilà ce qu'il faut faire, voilà qui doit le faire, voilà comment le faire, il n'est pas absolument certain que la formation initiale de nos cadres, de nos enseignants et de nos maîtres soit préparée à cela. Nous ne trouvons peut-être pas forcément des gens pour le faire. Donc j'attends de savoir ce que vous allez nous dire. Je le dirai avec attention. Il y a ici des gens qui connaissent le sujet depuis très longtemps. Le président Dessilor a fait un bouquin là-dessus, que j'ai lu d'ailleurs, qu'il m'a envoyé. Donc je pense qu'il va vous éclairer sur ces questions. Bien d'autres acteurs ici, intellectuels et ou économiques, y viendront, et je serai heureux de vous entendre. Voilà ce que je voulais vous dire en vous disant, donc, si je puis me permettre, vous marchez sur des cactus quand même, je vous en préviens. C'est un sujet délicat, débattu, discuté, complexe, et sur lequel la plupart des grands responsables politiques du système éducatif se sont plus ou moins cassés les dents. Il faut ajouter à cela que les décisions
pédagogique qui peut être prise sur ces sujets. On peut décider, commencer une entreprise, faire des cours, faire des stages, faire de la formation en alternance, favoriser l'apprentissage, on peut faire tout ça. Mais ça suppose aussi très souvent des décisions qui ne sont pas seulement éducatives. Souvenez-vous quand, par exemple, M. Villepin avait voulu créer, ça s'appelait l'apprentissage junior, le fait de sortir du système éducatif plus tôt des jeunes pour leur permettre d'entrer plus tôt dans un système de formation professionnelle qui ressemblait à ce qu'on avait fait naguère avec l'apprentissage. Ça a provoqué ensuite une autre proposition qui était celle du CPE, et ça a foutu la France en l'air pendant 6 mois. Donc il y a forcément des conséquences politiques à des décisions de cet ordre, liées à l'âge scolaire, liées à l'indépendance de l'école par rapport à l'entreprise, liées à des partenariats nécessaires avec le monde économique qui l'entoure, donc avec la volonté plus ou moins grande des opérateurs économiques ou des opérateurs politiques qui sont autour, chambres de commerce, élus, réseaux d'entreprises, que sais-je. Et ce n'est pas seulement une question d'école. Voilà. C'est une question qui ne peut pas se traiter à l'école. On ne peut pas dire simplement dans l'école, je vais faire une formation qui fait que ça marchera. On peut le souhaiter. C'est une question qui très rapidement déborde et touche à des sujets complexes. Tous les élus savent que c'est un sujet dont ils ont à connaître tôt ou tard, avec les chambres de commerce, avec les chambres d'artisanat, avec les formations d'alternance qui sont proposées, avec le territoire qui est le leur en termes de tissu économique et social, et aussi en termes de volontarisme des chefs d'établissement qui doivent être très mobilisés s'ils veulent participer à ce genre d'opération de partenariat. Voilà, je n'étais pas pour vous décourager. Je vous félicite d'avoir pris ce sujet délicat et je serai très heureux de lire les conclusions que vous donnerez à cette question, à ce sujet. Comment former un esprit d'entreprise dès le plus jeune âge. Bonne journée à tous.